Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis du site réussirlegmat.com et aujourd'hui, on va faire une interview avec Mathieu qui va nous raconter un peu tout sur son histoire d'admission dans les meilleures écoles de commerce en Europe. On va parler de tout, de son profil, du GMAT, des essais, des entretiens et de l'école qu'il a choisie. Donc, bonjour Mathieu et merci d'être là aujourd'hui. Première question. Alors, on va parler de ton profil. Raconte-moi tout. Mhm. Ton lycée, l'école que tu as fait, dans quel pays, tes stages, pourquoi tu voulais faire un master, quel master tu vises, dans quel pays, dans quelles écoles. Voilà. Donc, d'abord, on commence par profil et objectif. Ok, donc en gros, moi, j'ai commencé, je sortais d'un bac S et j'ai fait un mauvais choix dès l'entrée du bac S. Je suis allé en fac de maths pour devenir professeur et c'est là justement que j'ai réalisé que c'était pas pour moi et qu'il fallait de la compétitivité, du commerce, etc. Et j'ai fait l'erreur de penser qu'en fait, toutes les écoles de commerce se valaient. Et j'ai pris une école de commerce à Toulouse. J'ai quasiment peu importe, puisque en fait, je suis toulousain, donc j'ai pris quelque chose de ma région. Et en fait, c'est dans cette école que j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs niveaux et j'ai profité un petit peu euh, du fait que je sois très haut dans les classements de cette école pour aller dans un autre undergrad. Et j'ai choisi un BBA parce que j'aime beaucoup l'anglais, j'aime beaucoup la culture américaine, la culture internationale. Je suis plus les news en anglais qu'en français, je suis plus Wall Street Journal que les Échos. Et donc, voilà, j'ai bien réussi ce BBA, ça s'est bien passé, mention très bien. Et avec le marché du travail un peu compétitif dans lequel on est, c'est malheureusement pas avec un simple BBA et sans avoir passé de concours qu'on trouve un job facilement. Donc, étant donné que je me suis mis sur la voie des études et pas de la voie du travail manuel, je me suis dit qu'il voilà, il allait falloir passer un concours, il allait falloir aller chercher un M2. Quitte à aller chercher un M2, autant chercher un M2 de qualité. Et c'est donc comme ça que je me suis embarqué dans l'aventure GMAT avec toi. euh, et donc, du coup, pour la liste des écoles qui m'intéressaient, j'ai plutôt privilégié des écoles voilà, où l'anglais était la langue dominante, mais ça, c'est quasiment évident. Je veux dire, même HEC aujourd'hui, les cours sont en anglais, ESSEC aussi, etc. Mais aussi, je voulais une communauté internationale et plutôt hétéroclite, euh, car c'est intéressant pour le développement personnel, tout simplement. Et du coup, les écoles auxquelles j'ai décidé de candidater, il y a l'INSEAD, la London Business School, l'ESSEC, SAD et IE. Et IESE, pardon. Ok, ok. Très bien. C'était pour un master en management. C'est ça, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Donc, tu as choisi les écoles du top en Europe. Donc, pour Mhm. avoir accès à ces écoles-là, à ces masters-là, il faut faire un GMAT, il faut avoir un très bon score GMAT. D'accord? Ouais. Donc, je veux que tu me racontes un peu toute ton histoire avec le GMAT, du début jusqu'à la fin. Combien de mois tu t'es préparé? Combien de fois tu as fait le GMAT? Les cours avec les profs, non-profs, avec tout ce qui est les scores que tu as eus, combien d'heures tu as bossé par semaine, les difficultés que tu as eues. Voilà, raconte-moi un peu tout et surtout donne-nous les conseils Un que tu maximum de détails. conseilles. Ok. Ouais, ouais. Ok. Donc du coup, le GMAT, ça commence en fait, moi j'ai envie d'aller à l'INSEAD. Donc je vais sur le site de l'INSEAD et je vois dans How to Apply, ils demandent un GMAT. Du coup, et aussi sur le site de l'INSEAD, ils disent testez-vous sur notre simulateur GMAT. J'y vais, je me fais éclater, je comprends aucune question. Donc déjà, ça commence pas très bien. C'était un peu frustrant. Et donc du coup, voilà, au milieu de tout ça, je pars en Thaïlande parce que c'était un de mes rêves de faire du Muay Thai là-bas. Et du coup, je commence à travailler avec des profs de maths. Je commence à regarder les cours. Je commence à apprendre la méthodologie qui est plus axée mathématiques américain que mathématiques français. Et donc, voilà. Donc, il y a une grosse partie, euh, c'est-à-dire, on va dire, ça a duré 2 mois, je pense, ou 2 mois et demi, où, par exemple, où je pouvais faire que la moitié des questions, parce que l'autre moitié, j'avais tout simplement pas encore vu les techniques pour les aborder, quoi. Donc, effectivement, il y a une partie connaissance, une partie formule, etc. Ensuite, à partir de là, une fois que j'ai fini le cours, je fais mes premiers tests blancs. Premier test blanc,
À ce moment-là, je n'avais pas encore trop travaillé Data Insights et comment ça s'appelle, et Verbal Reasoning. Premier test blanc, le quant, je me fais éclater. Bon, ça, jusque-là, pas de surprise. Et les deux autres scores sont pas trop mauvais. Et je crois que voilà, j'arrive à arracher un 525. Moi, j'étais déçu. Mais de ce que je comprends, c'est quelque chose de quasiment normal. Quand on fait son premier blanc, on n'est pas du tout préparé. Voilà, surtout, il y a deux grosses parties que j'avais ignorées. Exactement. Et donc, à partir de là, je crois que je continue de travailler avec Ryan, le prof de maths, qui est probablement un de tes meilleurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon chouchou. Ryan, incroyable, ce gars. Et donc, voilà. Un mois plus tard, je pense, deuxième test blanc. Là, je fais quelque chose d'un peu plus correct, 575. Non, attends. Non, je pense que je fais plutôt quelque chose, un 615 ou quelque chose comme ça. Et du coup, je schedule mes deux tests. Moi, ma logique, c'était que je voulais qu'en décembre, et avec le recul, je pense que j'aurais dû faire un de plus en janvier peut-être, je voulais qu'en décembre, j'ai un bon score pour passer à partir de janvier à apply aux écoles. Donc, j'ai mis ma date en décembre, et surtout avant, j'ai mis une date en novembre. Parce que ma logique était que si je me faisais éclater en novembre, ça allait me remotiver pour aller chercher quelque chose de très bien en décembre. Donc, c'est ce que je fais. Et puis, il y a très clairement, moi, c'est quelque chose que je conseille. Ça, c'est un des gros avantages du GMAT par rapport au Taj-Maj pour les francophones. C'est que le GMAT, tu poses ta date. Donc, le Taj-Maj, si je comprends bien, il y a 2 sessions par an. Ils ont la même valeur au vu pour le comité d'admission, si ce n'est qu'en plus le GMAT c'est en anglais, donc quand on est francophone, je pense que ça doit aider. Donc tu poses ta date et donc, ça te permet déjà de venir sur tes termes, tu dictes les termes du contrat et surtout de faire ce genre de stratégie-là. Et surtout d'en faire 2, parce que le premier, on n'était pas du tout préparé. Je pense qu'avant de faire le premier, j'avais fait un blanc dans lequel j'avais eu 655. Donc je suis venu voilà, un peu stressé, évidemment stressé, et voilà, dès la première question tu frises, tu la rates et le GMAT est punitif puisqu'en fait les questions que tu vois après dépendent des premières. Donc si tu commences à paniquer, ça se passe pas très bien pour toi. Du coup voilà, donc ça se passe mal. Je crois que j'ai eu un 575, donc t'imagines ma déception de passer d'un blanc à 655, de me dire peut-être si j'ai un 635, quelque chose comme ça, on sera pas mal, etc. Et là, bam, gifle, 575. Donc voilà, les choses que j'ai améliorées entre le premier et le deuxième, c'est évidemment, voilà, je pense que j'ai pris 20 points de pourcentile en maths, donc j'ai dû passer du 40e au 60e, quelque chose comme ça. Et surtout, je me suis vraiment renseigné sur la logique du verbal, puisque c'est mon meilleur score, j'ai eu 96 en percentile de verbal, où en fait, des fois, à partir d'un certain niveau, en verbal, ils te mettent sur les 4 propositions, t'en as 2 qui sont vraies, et si tu regardes les corrections, ils vont admettre que celle-là est vraie, mais elle est moins vraie que l'autre, etc. Il y a certaines logiques quand même. Même si tu as eu 18 au bac de philo, faut pas rêver, il faut quand même, enfin personnellement c'est mon opinion, il faut comprendre le système du GMAT, qu'est-ce qu'ils attendent, quel type de logique ils mettent en place, etc. Et du coup, deuxième test en décembre. Là, cette fois, j'étais bien préparé. D'ailleurs, j'ai commencé à bien stresser 3 jours avant. Tu as rajouté des heures entre les deux avant? Ouais, bien sûr, j'ai rajouté des heures de maths. Ça, c'est quelque chose que j'avais mis dans un avis Google, mais bon, qu'on a changé depuis. Anif ne vous overchargera pas. Le but, c'est vraiment de assess votre niveau. Moi, je suis désolé, j'utilise plein de mots d'anglais parce que je sais plus parler français, c'est insupportable. C'est de déterminer combien il vous faut et généralement il sera plutôt en dessous et il va falloir rajouter parce que le GMAT est dur et particulièrement si vous êtes ambitieux et si vous avez envie d'aller chercher une école type HEC, INSEAD, LBS, Saint-Gallen et compagnie, il va falloir présenter un bon GMAT et il va falloir bosser les maths, quoi. Enfin, en tout cas, moi c'était mon problème puisque je venais d'un BBA, je venais pas de classe préparatoire où les maths sont quasiment ma deuxième langue, donc je venais plutôt d'un background où en fait les maths je le parlais plus, je
parlais plus ce langage depuis 4 ans, quoi. Donc, galère. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, décembre, juste avant de passer l'examen, j'ai eu un super conseil de la part de ma copine qui me dit, franchement, travaille pas le jour d'avant, ça sert à rien. Je crois que les 2 jours d'avant, j'ai pas travaillé. Enfin, j'ai passé des moments avec des amis, etc. Donc, je suis arrivé un peu. En fait, ça permet de détoxifier le stress, j'ai l'impression, et de venir dans des bonnes conditions. Autre chose que j'ai fait, c'est de passer de la musique un peu rap qui donne la confiance en soi, etc. Ce genre de choses. Et j'ai aussi changé l'ordre dans lequel je passe les questions. Il y a un peu de stratégie à faire là-dessus. Est-ce qu'on met les questions dans lesquelles on est plus à l'aise en premier ou en dernier, etc. Donc moi, le premier examen, j'avais mis les maths en premier parce que pour moi, c'est mon point faible. Donc j'avais envie de devenir frais sur les maths. Et j'ai changé de stratégie. Je crois que je les ai mis en deuxième avec verbal en premier. Parce que verbal, en fait, ça me permet de me mettre en confiance, de voir que ça se passe bien. Et surtout de me dire, bah, j'ai ça de moi à faire. Maintenant, j'ai que les parties sur lesquelles je ne suis pas confiante et on va se concentrer. Et d'ailleurs, sur les 2 examens, j'ai raté la première question de maths. Parce que là, le deuxième maths, je l'ai aussi raté. Je sais pas, la première me fait paniquer. Parce qu'en plus, à chaque fois, la première, je la prenais par cœur. Et quand je rentrais chez moi, je savais la résoudre. Donc, il y a vraiment quelque chose de cognitif, quoi. Donc, première question, je la rate, mais cette fois-ci, je suis un peu préparé, entre guillemets. La dernière fois, je crois que j'avais passé 7 minutes. Le GMAT vous donne des statistiques d'à quel point, du temps passé par minute, et par question, est-ce que vous l'avez réussi, etc. Première, j'avais perdu 7 minutes comme ça pour aucune raison, et là, la deuxième fois, j'avais perdu 3 minutes et demie, je crois, ce qui m'a permis du coup de plus me concentrer sur la suite. Et même si je l'avais raté, ça m'a pas empêché de passer du 40e pourcentile au 60e. Donc il y a vraiment des petits choix stratégiques à faire là-dessus. Et du coup, voilà. Quand tu finis le focus, tu as sur l'écran ton score. Jusqu'à preuve du contraire, il t'envoie un jour après le même score. Donc moi, je savais en sortant d'ici que j'avais eu 645. Et qu'en pourcentile, c'était pas mal. Et voilà. Du coup, j'étais... C'était, juste pour ceux qui nous écoutent, c'était le GMAT Focus. D'accord? Et Focus, exactement. Normal, classique. Donc 645, c'est un peu équivalent à 710 à peu près 710, ouais, je crois. sur le GMAT, classique. Très bien. Donc juste un peu les 2 questions concernant le GMAT encore. En 2 mots, qu'est-ce que ton prof de maths t'a apporté en fait? Notre prof, qu'est-ce qu'il t'a apporté en 2 mots? Je dirais flexibilité en 1 et peut-être plasticité en 2. Alors, Ne pas être... parle un peu plus du coup. Parle en 2 Ouais, du coup. en 2 phrases. Ouais. C'est ne pas s'arc-bouter sur de la logique française dans laquelle qui dit que la preuve doit être indéboulonnable. Tester des valeurs, par exemple, tu vois. Tu réponds à un QCM, des fois, enfin le GMAT et les Américains, ils s'attendent à ce que tu testes des valeurs quand ils te donnent des formules trop compliquées. Ils veulent pas de toi une preuve mathématique, ils veulent pas une démonstration par récurrence ou ce genre de choses. C'est surtout ces genres de petites choses-là, la culture américaine des mathématiques et des MCQ et compagnie. En fait, tu n'as pas dans le lycée. Je l'ai pas non plus dans le BBA parce que j'ai fait quelque chose où il y avait peu de maths. Et tu l'as pas non plus, je veux dire, je pense que les gens qui font BBA finance, et j'ai eu quelques cours de finance dans mon aspect, où je venais, je dérivais des fonctions, ce genre de trucs, rien à voir avec les mathématiques qui sont attendues dans le GMAT. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, quoi. Et la plasticité, c'était quoi? Ça veut dire quoi? La plasticité, ça veut dire se réadapter. En fait, c'est désapprendre des choses pour pouvoir en apprendre de nouvelles. Ok, oui, c'est important ça. C'est très important. Voilà. Parce que si tu as des mauvaises habitudes et tu continues à exécuter ces mauvaises habitudes, ça va pas bien marcher, quoi. Bah, ça te sabote, quoi. Exactement. C'est top. Dernière question concernant le GMAT. Combien d'heures tu as mis sur le GMAT au total ou bien par semaine? Donne-nous un peu une idée. En termes de mois, je pense que j'ai passé 4 ou 5. 5, je crois. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5. Et en termes d'heures, c'est assez dur à estimer, mais disons 3 heures de maths par jour hard. C'est-à-dire, avant, je me mettais sur GMAT Club. Question.
Et après, il y avait des trucs un peu soft, par exemple pour l'anglais. Les choses que j'ai fait, c'est que je me suis abonné au Wall Street Journal et j'ai acheté des livres en anglais pour vraiment me familiariser avec les tournures de phrases et pas être surpris parce que c'est des trucs à la con. Tu vois, il y a des expressions, les Anglais ils s'en servent tous les jours. Once in a blue moon, par exemple, il n'y a, Mm. il y a pas la traduction, il n'y a pas l'équivalence en français. Mm. Et le fait de les voir dans le contexte, soit sur le Financial Times, soit sur le Wall Street Journal, soit dans des livres. J'aime bien la science-fiction, du coup j'ai acheté tous les Dunes et je les ai lus. Des choses comme ça. Moi, c'est ce que je considérais du travail, mais c'est du travail soft. C'est du travail où j'ai pas l'impression de travailler quasiment. Ok. Donc voilà. Donc 3 heures par jour, c'est ça, sur 5 mois? 3 heures de maths et le reste du temps, Reste j'essayais du temps, voilà. Ok, voilà. très bien, très bien. Excellent, excellent. Et tu as eu un très bon score, je te félicite, franchement. Merci. Et tu as persévéré, tu n'as pas lâché l'affaire. J'ai fait le GMAT 3 fois. Donc vraiment, vraiment, je te félicite, Mathieu. Maintenant, on va parler du Admission Consulting. On a travaillé ensemble, ce qui est CV, essays, entretien, tout ça. Tu avais une consultante d'admission qui t'a suivi tout au long du process. Donc, on va parler maintenant du CV, essays. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens qui nous suivent? Et qu'est-ce que ta consultante t'a apporté dans tout ce qui est rédaction CV, essays et tout ça? Ok, donc j'ai deux conseils. Si vous avez un profil un peu comme moi, où aucun de vos deux parents n'a fait une école de commerce, une grande école de commerce, avoir une consultante en admission, pour moi, c'est primordial, c'est même nécessaire, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, il y a certains codes qui seront attendus. Il y a certains types de CV, il y a une façon de rédiger un CV, il y a une façon de rédiger des essais, etc., etc. Et si vos parents ne vous l'ont pas transmis, moi je viens plutôt d'une famille de scientifiques, et tu vois, c'est pour ça qu'en mathématiques, j'étais arc-bouté sur la preuve, les preuves indéboulonnables, mathématiquement c'est correct, etc. Et donc, c'est pas les codes que j'ai forcément. Sur le CV, voilà, le CV à l'américaine ou à l'anglo-saxonne plutôt, pas de photo, le truc en noir et blanc, un peu entre guillemets ancien, mais vieillot, mais c'est ce qui est attendu dans le monde du consulting et des écoles de commerce. Et Abir, ta consultante en admission, m'a très bien transmis les codes et c'est quelque chose que je garderai pour la vie. C'est pas juste pour les admissions. Je veux dire, maintenant, j'ai compris comment faire un beau CV, comment avoir un bon LinkedIn, comment écrire des essais, des bons essais qui font sérieux, etc. La méthode t'est transmise aussi avec en plus du travail qui est fait pour tes admissions, tu as quand même la méthode en plus, quoi. Un deuxième conseil, c'est que n'hésitez pas à vous vendre en fait. Dans les écoles de commerce, ils attendent des gens qui sont capables de se vendre. Les Américains, ils ont une expression everyone has a sales job, even those who do not have a sales job. Tu Ouais. dois être capable de te vendre, tu dois être capable de te mettre en lumière, enfin de mettre de mettre en valeur et mettre en lumière tes bonnes actions et tes compétences, et en même temps être capable de gommer là où t'es pas bon. C'est une histoire de marketing quasiment. Et du coup, voilà, c'est les deux gros conseils que je donnerais. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à vous gonfler sur votre CV. Légèrement vous gonfler, n'allez pas mentir, hein. Mais faites anglais, voilà, en journalisme, on appelle ça l'anglage, anglais bien vos actions, vos stages, vos expériences en termes d'éducation, car déjà vous allez être en compétition avec des gens qui vont le faire, et surtout, limite, ça créera du respect chez votre interlocuteur, car il aura vu que vous avez tenté de vous vendre, et de toutes les façons, après, quand une entreprise va vous embaucher, même si vous faites de la RH, il va falloir être capable de vendre l'entreprise, et même si vous êtes VRH ou si vous êtes, je sais pas moi, change manager ou ce genre de choses, il va falloir vendre des projets, il va falloir convaincre et persuader, comme on dirait en cours de français. Voilà. Ok, très bien, top. Et maintenant, du coup, pour les entretiens que tu as eus, raconte-moi un peu l'histoire, combien d'entretiens tu as eu, comment tu as préparé les oraux avec Abir, et qu'est-ce qu'elle t'a apporté, et quelle école tu as eu au final? Ok. De candidater à 5 écoles, comme on l'avait dit plus tôt. Alors, je pense qu'avec le recul, 3 ou 4, c'est plus raisonnable. Parce que 5, ça commence vraiment à créer
une charge d'organisation en fait, puisqu'il faut faire en sorte que les deadlines des dossiers coulent dans le bon sens et que les entretiens arrivent dans le bon sens et que les réponses surtout arrivent dans le bon sens. Parce que quand votre choix numéro 5, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, votre choix numéro 5 vous dit que vous êtes pris et qu'il faut lâcher 7000 balles sur la table et que vous n'avez pas eu de réponse de vos choix numéro 1, 2 et 3, ça vous met en porte-à-faux. Donc voilà, ça c'est une première chose à faire. La deuxième, c'est sur les entretiens. Du coup, INSEAD, LBS, IESE et SAD. Surtout, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très formel. J'ai une personnalité qui a tendance à transpirer des pores de ma peau, quoi. On voit qui je suis, etc. J'ai vraiment où j'essaie d'établir un contact humain avec la personne en face. Et c'est quelque chose je pense que c'est un outil qu'il faut avoir dans sa boîte à outils. Mais Abir, elle a réussi à m'apporter un autre outil pareil que j'avais pas, pour la même raison que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai pas une famille école de commerce, quoi. J'ai une famille fac de pharmacie, fac de médecine, voilà. Elle m'a apporté la conduite formelle. Là, cette fois-ci, c'est les codes oraux. Et surtout, il y a certaines questions, entre guillemets, types, que vous allez voir dans tous vos entretiens. Ces questions-là, elles doivent être maîtrisées sur le bout des doigts. Vous ne devez pas bégayer. Par exemple, ne serait-ce que walk someone through your resume. Donc, expliquer votre CV à quelqu'un, c'est quelque chose qui doit être quasiment naturel. Et ça peut vous paraître con, mais c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, les codes, comment se tenir aussi. Là, je gesticule beaucoup avec mes mains. Voilà, donc on est censé parler un peu de manière neutre, employer des mots pareils, neutres, qui vont pas choquer votre interlocuteur. Et donc ça, c'est pour la théorie. Et encore une fois, ça ira dans ma boîte à outils. Après, dans la pratique, je crois que la toute première interview que j'avais fait, et c'est les résultats que j'ai eu plus récemment, c'est l'INSEAD. Donc j'avais mis l'interview de l'INSEAD avant l'interview de l'ESAD. Et on s'est très bien entendu avec mon intervieweur. Et donc, toutes ces histoires de formalités, etc., sont finalement passées à la trappe. Mais il n'empêche que pour cette interview-là, ça m'a pas aidé. Mais pour l'interview de l'IESE, par exemple, où mon interlocuteur est venu direct me challenger sur mon CV, sur mes notes, me dire que je risquais... voilà, il m'a quasiment menacé en disant qu'il était en train d'expulser un autre étudiant, etc. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils font habituellement à l'IESE, mais voilà, il m'a secoué dès le début. En fait, les interviews que j'avais fait avant m'ont permis d'avoir ce bagage d'interviews précédentes. Et c'est comme, admettons, voilà, à la place de jouer mon premier match de tennis, j'étais en train de jouer mon 8e. Et du coup, même si j'étais mis en difficulté, j'ai su me reprendre. Et au final, on s'est bien entendu avec ce gars-là. 15 minutes plus tard, on était en train de parler de nos projets perso en Python. Donc, et c'est quelque chose pour moi qui est très corrélé avec en fait le fait que je me dise, peu importe la manière dont l'interview va se dérouler, je suis capable d'assurer. Parce que c'est vrai que l'interview formelle, c'était plutôt quelque chose qui me faisait peur. Grâce à ce que m'a donné Abir, j'ai pu du coup me défendre dans une position dans laquelle je n'avais pas envie d'être. Et du coup, voilà. Ok, top. Donc, tu as eu quoi au final comme école? Pour l'instant, j'ai été admis qu'à l'INSEAD et à la SAD. Mais c'est mon premier choix, l'INSEAD. Donc, voilà, je suis très content. J'ai pas eu encore de réponse de LBS. LBS, il faut savoir qu'en gros, ils vous annoncent des deadlines et les deadlines sont respectées et ils vous parleront pas avant, dans tous les cas. Donc, moi, je crois que la deadline, c'est genre le 6 ou 7 mai. Mais de toute façon, c'était mon deuxième choix. Donc, voilà. Pareil pour les SEC, le 7 mai ou le 8 mai. Et IESE, ils font un peu... eux, par contre, c'est plus... voilà. Il n'y a pas de véritable deadline, etc. Et j'ai changé mon LinkedIn en mettant INSEAD MIM 2025. Et le jour même, il y a quelqu'un de l'IESE qui voulait me parler. Donc je pense que... Et d'ailleurs, qui va m'appeler aujourd'hui. Donc je pense qu'ils ont dû voir. Mais du coup, ouais. Voilà. Enfin, c'est pas très grave. Moi, le GMAT, c'était pour aller à l'INSEAD, en fait. Ouais. Les Donc, autres, tu as payé le deposit? des plans B, C. Donc, tu as payé le deposit de l'INSEAD? Voilà, c'est bon, alors, c'est confirmé. Ouais. C'est ton choix numéro 1. Et je te félicite vraiment, Mathieu.
J'ai bien adoré en fait de travailler avec toi. C'était un bon challenge. On a fait GMAT 3 fois, puis après les dossiers, puis après tout. C'était une très très belle aventure en fait pour toute l'équipe réussir le GMAT. Je te félicite vraiment de tout mon cœur. Tu as eu ton premier choix et on est vraiment très 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 content. Tu as mis un investissement là-dessus. Et c'est pas donné en fait. C'est un bon investissement que ce niveau temps et surtout niveau argent. Et c'est difficile de vraiment mettre ce budget-là si on n'est pas sûr d'avoir les résultats. Oui, Ça, c'est très très difficile. c'est ça, c'est ça. Il faut avoir confiance en soi et décider d'investir en soi, enfin, de croire en ses capacités pour être capable de mettre les sommes d'argent Vraiment, nécessaires, ça vraiment. c'est sûr. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves. Il faut vraiment travailler avec des professionnels pour bien faire les choses parce que ça change vraiment tout et ça vous prépare vraiment bien pour avoir un bon score au GMAT et avoir des entretiens et être admis dans les meilleurs programmes en Europe. Du coup, merci beaucoup Mathieu pour être là aujourd'hui. Je te félicite de nouveau. Et pour tous ceux qui veulent vraiment réussir le GMAT, qui veulent vraiment préparer un dossier solide pour les admissions au meilleur master ou meilleur MBA dans le monde, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver beaucoup de liens intéressants, mon numéro WhatsApp, l'email. Du coup, voilà, je te remercie de nouveau et je te souhaite une excellente journée, Mathieu. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.